Rebonjour tout le monde, bon après-midi, re-bienvenue. Cette activité-ci avec Marie-Ève Levasseur et Valérie Roberge s'intitule « Envisager le futur du storytelling », un tête-à-tête entre Valérie Roberge et Marie-Ève Levasseur. Donc, c'est straightforward. Donc, je vais vous faire une courte présentation de nos deux invités aujourd'hui. Puis ensuite, pour le déroulement, on va avoir une conversation quand même assez libre. Donc, il va y avoir présentation d'images, mais aussi présentation de concepts. Puis ensuite, les questions vont filer. Donc, à n'importe quel moment durant la rencontre où vous avez vraiment envie d'intervenir, levez la main ou faites-moi signe avec la voix, puis je vais vous passer le micro directement. Donc, premièrement, Valérie Roberge, ici. Elle est chargée de cours à la Faculté de philosophie de l'Université Laval à Québec, où elle est doctorante. Sa recherche porte sur le Journal du séducteur de Kierkegaard et aborde principalement les thèmes de l'ironie, l'autonomie, ainsi que les liens entre la littérature et la philosophie. Elle est également agente des relations de travail, agente des greffes, au SCCCUL. Le SCUL. Ensuite, finalement, à mes côtés, Marie-Ève Levasseur est artiste interdisciplinaire et actuellement basée à Tokiatake, Montréal. Son travail se déploie à travers divers médias tels que la vidéo, l'installation, la sculpture, l'impression numérique, l'animation 3D, la réalité virtuelle et augmentée. Et elle s'intéresse à la notion du processus, d'un devenir hybridé, de métamorphose, ainsi qu'à une potentielle collaboration avec le non-humain. Ses recherches puisent dans un post-humanisme féministe et tentent de cerner la place du corps matériel et émotionnel dans nos communications à travers les écrans. Levasseur détient une maîtrise et un Meisterschüler obtenu à l'Académie des arts visuels de Leipzig en Allemagne et a participé à différents programmes de résidence, entre autres en Allemagne, à Schloss Solitude et au Canada, à Sporobol, ainsi qu'à la Chambre Blanche en 2022. Ces installations ont été exposées internationalement, notamment à Berlin, Paris, Zurich, Hong Kong et Londres. Je commencerai par te laisser, Marie-Ève, présenter ton visuel. Ou non, on commence avec toi. Donc, je vais te poser... Désolée, on est un peu freestyle sur celle-là. Donc, parce qu'elle est libre aussi pour vous aussi vous impliquer. Donc, peux-tu nous introduire, s'il vous plaît, Valérie, au concept de storytelling? Oui, je peux vous introduire au concept de storytelling et à ma main qui va shaker. Bonjour à tous. Donc, oui, je suis habituée d'être en philosophie. Je veux dire merci à Amélie de m'avoir invitée et d'être parmi vous. Parce que ça m'apporte. J'ai toujours l'impression d'être le petit cousin éloigné qui vient visiter d'autres gens, mais j'aime beaucoup aussi étudier la question du fond et de la forme qui se retrouve en art. Puis on l'a particulièrement aujourd'hui avec l'idée du storytelling, comme on en a parlé juste à la conférence d'avant. Et je voulais commencer aujourd'hui en vous montrant que je viens d'un autre champ, mais aussi du sujet que j'ai eu dans une conférence que j'ai entendue à New York il y a 2 semaines environ, qui était le paradoxe du menteur. Si vous connaissez le paradoxe du menteur, je vois André Louis qui fait oui. Le paradoxe du menteur, c'est cette affirmation est fausse. Et là, vous tombez dans le loop. Si cette affirmation est fausse, c'est qu'elle est vraie, donc elle devient fausse. Et si elle est fausse, elle devient vraie. Fait que là, vous vous retrouvez pris dans cette loupe. Et bien sûr, les logiciens en philosophie, depuis des années, sont encore en train de percuter dessus parce que vous êtes toujours dans cette loupe-là à l'infini. Ce qui est intéressant de notre point de vue, c'est qu'elle a été dit la première fois, ce paradoxe-là, cette affirmation-là, par un Crétois qui a affirmé « tous les Crétois sont des menteurs ». Et là, vous voyez, j'ai entendu quelqu'un rire en arrière de moi ou proche, mais vous avez fait ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire que vous avez pris le paradoxe pour lui, dans le bon logicien, faire « mais il ne peut pas dire ça, il n'est pas capable de dire ça parce que c'est un Crétois, puis s'il dit ça, ça veut dire qu'il ment, donc c'est vrai ». Ce que vous avez fait, c'est que vous êtes parti à rire. C'est parce que vous êtes tombé dans l'idée que vous avez fait une narration, vous êtes conté une histoire, puis vous êtes dit « sacré farceur, ce Crétois. Qu'est-ce qu'il nous dit là? » Puis là, en riant, puis en shakant comme ça, bref, ça va continuer, vous avez fait justement cette idée-là de la narration. Vous êtes allé dans le storytelling. C'est ce qui est intéressant, c'est que jamais il y a des paradoxes qui sont là juste logiquement. Les paradoxes vont être en quelque part écrasés parce qu'on va conter une histoire. Ils n'existent plus parce qu'on va placer des choses, on va ajouter de la narration, on va modifier les choses comme on les pense. Puis justement, ce contenu-là de narration, tantôt quand on en parlait, c'est cette idée, comme qu'il y avait, de raconter notre propre histoire, mais parce que les histoires, on s'y compte dans nos têtes. En ce moment, vous êtes assis, vous êtes en train d'ajouter une histoire sur ce que je dis, sur l'effet que je tremble, comment je dois me sentir, comment vous sentez, comment ça se passe. Toute cette narration-là, dans la grande narration d'être au moi multi, qu'est-ce que ça signifie être artiste, qu'est-ce que ça signifie l'art, c'est tout dans nos relations, dans nos narrations intérieures. Et on aime bien que cette narration-là intérieure, j'aime vos visages, soit cohérente avec cette narration-là extérieure qu'on voit. Fait que souvent, on va chercher qu'il y ait un lien,
une cohérence. Pas une logique nécessairement, une cohérence entre ces deux types de narration-là. Donc, cette idée-là du storytelling ou de la narration est importante parce qu'elle nous permet de faire des liens, puis de créer, puis d'inventer des choses ou de comprendre le monde. Ce qui est intéressant avec le storytelling, c'est Inge Fletcher, qui est un neurologue, qui étudie aussi en littérature, qui a décidé de travailler l'idée du story thinking, exactement comme vous faites là, parce qu'on veut chercher des solutions. Puis en pensant que le story thinking, a fait, voici, la narration est le seul modèle qu'on a pour pouvoir trouver des pistes de solutions à des problèmes urgents en ce moment. Et on pourrait dire à des pistes de solutions en art pour penser différemment, pour aller. Ça me fait penser à la conférence que je suis avant. Comme il y a tout le temps des narrations, ce qu'on veut, puis qu'on est toujours dans une narration, donc avec des sentiments, une explication, le rire, ce qu'on veut, c'est pouvoir les modifier. Parce que la même chose qu'on a des biais, qu'on a des préjugés, on ne peut pas les modifier par un argument logique, il faut y aller par une autre narration. Donc, comment est-ce qu'on prend une narration pour mettre une autre narration plus forte pour transformer cette narration-là? Je suis en philosophie, je répète souvent les mêmes mots. Ça fait partie de la chose. Mais c'est ça. Puis ici, voyez-vous, déjà, j'ai l'idée de l'émotion qui va être là, de comment on va les toucher, de comment vous allez modifier votre narration. Quand vous riez, c'est parce que je suppose que vous comprenez ce que je dis dans vos propres mots, puis que vous le ressentez. Donc, je vais finir ici en finissant avec la citation de Knausgaard qui dit justement, quand il va écrire Mon combat, qui est sur sa vie personnelle, je parle de littérature, c'est aussi un autre défaut, il va dire la seule façon de combattre la fiction que vous avez à l'intérieur, c'est par d'autres fictions. Et c'est là que je laisse la parole à Marie-Ève pour qu'elle nous parle de ces fictions en œuvre. Wow! Merci énormément pour cette superbe introduction. J'ai l'impression que la cousine éloignée dont tu parles, moi, c'est comme une cousine que j'invite souvent à mes soupers de famille, mettons. La philosophie, c'est quelque chose qui nourrit beaucoup mon travail, autant que la littérature d'ailleurs, puis particulièrement la science-fiction féministe. Mais je vais... en fait, on pourrait peut-être montrer la première image de celle que j'ai apportée. Je ne veux pas vous en montrer trop, puis je ne veux pas non plus qu'on parle juste de mon travail aujourd'hui, mais je veux quand même vous donner une idée de mon univers, vous donner une impression, vous donner un peu comme l'ambiance de ce que je présente normalement. Donc, comme tu as bien dit dans ma biographie, qui est un peu longue aussi d'ailleurs, que je travaille de manière installative, assez multimédia, donc il y a plusieurs éléments qui viennent ensemble. Donc ça, c'est peut-être juste comme un aperçu d'installation, de quoi ça peut avoir l'air dans l'espace. Donc, on peut aller à la suivante, qui va nous amener, en fait, je vais vous présenter une courte vidéo qui est un assemblage de différentes œuvres. En fait, il y a 3 installations, une après l'autre. Donc, vous allez voir des images, soit fixes, soit en mouvement, des images, des vues d'exposition ou parfois des images tirées des vidéos qui sont présentes dans les installations. Le son que vous allez entendre est complètement, exclusivement tiré des vidéos. Donc, on peut lancer la vidéo. This changes color if its content is hungry. So we don't need to make sounds or use words. I can always feel / decode the structured vibration of the color. A communication based on signs that are easier to decipher for the human being of our time. I'm not sure a mother-child connection was ever that strong. What do you know? Who are you? You talk like a wrinkled storage device. I'm a system. A mother, too. My body hosted the whole data on a global scale. I now live in a museum. I remember when I was in charge of content. It was situated somewhere here, inside. All of it, the so-called humanity, was in me. Endless rhizomatose connections through me. No sweat, no greasy folds, no curves, and no end. At least I thought it would never die. Well, my work consists of keeping the content inside of them, of us, whoever it might be. But your inside is not unlimited.
unless you change your scale. Can you do that? Mon bureau, un espace négatif, un contenant, une coquille de productivité. Je cherche. How to optimize your dating profile. The silicone extension comes with a practical ring to make your phone connect to your body better. Let's have a look at the device now. The sponge structure allows the translation and the simulation of chemical messages. Smells and other unconscious signals will be transmitted to the being of your choice. The comfort that provides the wearable device is unbelievable. You'll be surprised. Unboxing Technological Body Care. Le soin du corps technologique. I wear a skin made of cryptocurrencies and its foldings hide plenty of stories. Dans cet épisode Slow Tech, on vous présente une extension pour machine. Une extension qui cause un ralentissement basé sur les données biologiques du corps de l'utilisatrice. Ce ralentissement rapproche nos machines de nous au lieu de se rapprocher d'elles dans le rythme de nos vies, dans le rythme de nos corps. We offer an embodied experience, similar to become partly a plant. Une énergie indescriptible vous remplit, de votre main jusqu'au centre de votre corps. If you go out in the sun, this energy will be duplicated, tripled, or even quadrupled depending on the intensity of the natural light, an alternative to a midday nap or an afternoon coffee. Donc, les images qu'on voyait au tout début, c'était An Inverted System to Feel Your Shared Agenda. C'était la première proposition que j'avais faite après avoir découvert la science-fiction féministe. Honte à moi, je ne connaissais pas la science-fiction. J'avais l'impression que c'était quelque chose de très colonisateur, masculin, un héros qui arrive sur une planète et qui détruit toute l'écologie en place pour sauver l'humanité. Grande chose. Quand j'ai découvert la science-fiction féministe à travers la grande Donna Haraway, Cyborg Manifesto, à la fin, elle a une liste de lectures très intéressante. Je me suis mis à les dévorer. Ça m'a tellement fait plaisir de voir qu'il y a d'autres possibilités de réfléchir à demain en se racontant des histoires un peu. Et donc, cette première œuvre-là, qui est en lien avec la science-fiction, donc j'ai décidé en fait de me créer une situation potentielle, un futur potentiel, et de poser des questions suivantes. Mais comment ce serait si on pouvait, par exemple, dans ce cas-ci, fusionner la peau avec l'écran, faire de la peau l'écran tactile qu'on connaît bien, mais en même temps, peut-être permettre à nos surfaces de prendre les couleurs qui correspondent à nos émotions, de peut-être parler de communiquer de manière chromatique, un peu comme les pieuvres, peut-être. Mais aussi, j'essayais de poser des questions par rapport à l'archivage des données, ou en fait, où est-ce qu'on stocke nos données? Est-ce que ça pourrait être à l'intérieur de notre corps et donc peut-être plus difficile à hacker, à pirater? Je ne sais pas.
C'est en faisant cette première œuvre-là que j'ai aussi compris qu'il y avait toujours une voie dystopique quand on parle d'une utopie. Évidemment, c'est une utopie, ou en tout cas de ma perspective, je voulais que ce soit une utopie, mais je me suis définitivement frottée à l'idée de l'autre voie qui est pas d'accord. En fait, ça fait peur, et puis c'est weird. Donc, je comprends. Mais donc, ça a été un exercice super intéressant. Dans la deuxième œuvre, qui est une œuvre qui propose, en fait, une espèce d'extension pour améliorer, optimiser notre rapport à l'autre dans le online dating, les rencontres en ligne. Nos écrans ne nous permettent pas vraiment de voir plus qu'une image fixe et puis du texte qui a été pensé. L'image, elle a été réfléchie, elle a été choisie. Quand on écrit à quelqu'un, on a une certaine temporalité, on peut éditer, on peut comme revenir en arrière puis finalement l'envoyer ou l'envoyer juste demain, juste pour faire augmenter la tension un peu entre... Hein? Donc... Je trouve ça vraiment fascinant. En fait, ces plateformes-là, elles sont magnifiques, elles permettent vraiment beaucoup de rencontres. Mais en même temps, il y a des choses qui ne passent pas à travers l'écran, puis on oublie un peu la vulnérabilité qu'on peut avoir quand on est face à l'autre, dans un bar, là, puis qu'on a chaud, puis qu'on est vulnérable, on shake, c'est beau, ça. Il y a quelque chose de magnifique là-dedans, quelque chose de très charmant. Donc, j'avais envie d'inventer une machine, une extension qui pourrait permettre au moins de communiquer chimiquement avec l'autre, que nos odeurs puis nos hormones puissent se rendre de l'autre côté à travers la communication dans les plateformes de rencontres en ligne. Ensuite, la dernière proposition, c'est une série de 5 vidéos de unboxing. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, probablement. Le unboxing, c'est une chose qui existe sur YouTube, sur Instagram, sur plusieurs plateformes, où est-ce que les gens déballent des paquets. Donc, on veut savoir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. On regarde jusqu'au bout. Dans le cas de cette œuvre-là, Unboxing and Otherness, il s'agit de petites sculptures, des objets qui font aucun sens, en fait, mais dont on prétend dans la vidéo qu'ils ont des particularités. Ils apportent une histoire, en fait. Ils apportent éventuellement une solution à quelque chose qui existe, par exemple, la haine en ligne, tout ça. Mais peut-être, en fait, qu'on pourrait passer aux prochaines slides parce que je pense que j'ai parlé un peu trop loin. J'ai oublié de montrer, en fait, pour l'œuvre qui a rapport au online dating, ça, c'est l'installation. On peut passer à la suivante. Donc, dans l'espace, il y a la vidéo qui joue, mais on voit aussi cette espèce d'extension-là qui est présentée dans l'espace suivante. Donc, il y a des tissus imprimés dans l'espace, il y a des espèces de chaises longues. En fait, c'est des tables de traitement médical, mais que j'ai transformées en chaises longues, mais elles sont couvertes de fausses fourrures. Suivante. Donc, on peut s'installer là-dessus pour regarder la vidéo. Et il y a les devices qui sont accrochés. Et je dois mentionner, parce que ça, on ne peut pas le percevoir à travers ces images-là, mais j'ai collaboré avec une chercheure en fragrance qui a développé des odeurs qui rappellent le corps humain et qui sont perceptibles quand on s'approche de l'élément qui ressemble un peu à une éponge, un peu organique, un corail. C'est de là où les odeurs devraient sortir. Donc, c'est là qu'on peut sentir ces odeurs-là. Suivante. Donc, là, on les voit de vraiment très près. Vous voyez l'espèce de corail éponge. La substance qu'il y a autour, c'est ce qui émane, c'est ce qui émet les odeurs. Suivante. Donc, ça, c'est le setup d'un peu plus près, avec des crochets en forme de doigts. Suivante. C'est des doigts qui sont courbés un peu comme quand on appuie sur notre téléphone. Ça fait des bons crochets. Donc, ça, c'est un aperçu de 4 des 5 épisodes de unboxing. Online, oui. C'est tout sur YouTube, ça. Dans la vidéo, à la fin, j'ai présenté 3 collages où est-ce qu'on voit justement les différentes extensions, les différents appareils fictifs que j'ai créés et qui sont expliqués dans les vidéos. Cette chaîne-là, il faut que je vous raconte parce que peut-être qu'on peut passer à la prochaine slide. Qu'est-ce que j'ai après? Ah, voilà, là, on voit, c'est sur YouTube, vous pouvez y aller. Unboxing and Otherness, c'est le nom de la chaîne. Vous pouvez aller les visualiser. Elles sont toutes disponibles. Il y a un petit trailer pour vous mettre l'eau à la bouche.
Et dans l'installation, il y a les objets qui sont présentés aussi, mais on peut aller à la prochaine slide. On va voir l'installation un peu... ah oui, c'en est un de proche. Mais on peut poursuivre à la prochaine slide, et c'est la dernière. Donc, on voit ici l'installation avec les vidéos qui sont présentées dans leur habitat naturel, donc dans YouTube. Et j'ai une petite anecdote concernant ça. Puis c'est intéressant que tu commences la présentation en parlant du mensonge. Parce que quand j'ai voulu uploader mes vidéos sur YouTube, je l'avais uploadé là, en programmant la sortie là, pour que je puisse l'annoncer à tout le monde. Là, pour telle date, ça va sortir. Et on m'a complètement effacé ma chaîne. Ils l'ont enlevée. Ils m'ont envoyé un courriel pour me dire que je ne respectais pas les conditions d'utilisation de la plateforme YouTube parce que c'est du contenu mensonger. Ça pourrait mener les gens en erreur, évidemment, parce que c'est des drôles de devices que j'ai là. Hein. Donc, il a fallu que je leur écrive, parce qu'évidemment, c'est probablement un algorithme qui a décidé que ça ne faisait pas de sens ce que je faisais. Il fallait que je leur écrive pour leur dire, ça, c'est ma pratique artistique. Donc, si je n'ai pas à être vrai, puis c'est, je pense, assez clair, quand les personnages ont des visages d'hybrides, d'êtres un peu bizarres, je pensais que c'était relativement clair. Mais bon, voilà. Tu veux que je te pose une question tout de suite? Mais YouTube, je trouve ça absolument drôle, puis j'aimerais ça que tu puisses faire un petit avertissement au début, genre « ceci est un film d'art » ou « ceci est faux » ou quelque chose comme ça, pour rassurer les gens. Y en ont-tu vraiment besoin? Ça dépend qui. Mais c'était pas ça ma première question sur laquelle je voulais revenir, c'est ton premier vidéo. En fait, toutes tes vidéos, c'est intéressant parce qu'ils ont tous la narration. Tu es tout le temps en train de raconter une histoire, fait que tu es en train de nous plonger dans un univers, de parler de peur aussi. Mais j'aime bien ton premier vidéo parce que je veux commencer avec lui parce que c'est la mère qui parle, mais tu dis aussi « je suis un système, je vous avais tous ». C'est comme si l'humanité disparue. Puis il y a l'idée où tu joues entre la dystopie puis l'utopie. Ce que j'aime, c'est que ton vidéo est comme rassurant. Si tu nous avais mis ça juste froid puis machine qui nous a tous en lui, tu sais, comme là, j'utilise le masculin par défaut, mais que nous a tous à l'intérieur, on n'aurait pas du tout le même sentiment. Puis là, on trouve ça drôle à la limite quand tu parles. Mais j'aimerais ça que tu nous expliques les choix, parce qu'il y a l'influence certainement de la science-fiction, mais comment tu as fait pour faire ces choix-là d'histoire? Parce que là, tout d'un coup, on peut se retrouver dans une utopie qui aurait pu virer en dystopie. Puis je ne suis pas sûre que je suis vraiment rassurée que le système soit ma mère. En fait, les images qu'on voit quand la mère système, qui est un peu comme un container personnage, c'est une espèce, c'est pas une personne en soi, mais c'est comme une entité ou une figure, disons, une figure. Quand cette mère système-là nous dit qu'il y a longtemps, elle avait toute l'humanité en elle, mais j'imaginais en fait ici plutôt comme une salle de serveur avec toutes les données qui s'échangent à tous les jours, à toutes les secondes, tout le temps. Et beaucoup de données sont évidemment physiquement dans des appareils, dans des serveurs, dans des lieux qui consomment énormément d'énergie, d'ailleurs. Mais dans ce futur potentiel-là, si on avait la possibilité d'avoir nos données à l'intérieur de notre corps, en ayant notre peau comme interface, est-ce qu'on aura encore besoin de storer, d'entreposer les données de tout le monde dans des lieux comme ça? Donc, c'est pour ça qu'il y a des plantes qui poussent à travers les salles de serveurs vides, et puis dans la vidéo, et qu'elle dit qu'elle vit dans un musée maintenant. Elle est au musée, la mère système, dans cette vision-là, future. J'aime cette vision-là, mais dans ce cas-là, nous, on va se retrouver avec des musées intérieurs. Parce que si on a toutes nos archives à l'intérieur, vu qu'on oublie la plupart des choses, là, il y a comme une idée avec les données qu'on va tout stocker, qu'on va donc tout se souvenir. Il y avait le film The Eternal Sunshine of the Spotless Mind, où c'est l'idée de vouloir oublier quelque chose, ou, parce que c'est trop dur, puis en même temps, ça recommence. Fait que là, j'aime ça qu'on joue avec les données parce que notre mémoire est vraiment trouble. Elle n'est pas fiable, non. Ça, c'est vrai. Mais en même temps, c'est profondément humain. Il y a quelque chose de joli là-dedans aussi, je trouve. C'était plus pour le joli, pour aller vers cette idée-là, parce que, encore là, j'aurais peur. Puis tantôt, tu parlais de la peur sur ce sentiment-là, mais je ne suis pas sûre que je serais confortable d'avoir tous mes souvenirs stockés en moi, puis devenir un peu comme la mère système moi-même de mon propre système.
parce que là, il y a comme un redoublement, parce que si elle est désuète, c'est nous maintenant qui le sommes. Mais quel est le poids que ça implique d'avoir toujours tout ça? Est-ce qu'on pourrait se modifier autant? Est-ce qu'on pourrait se transformer? Puis il y a cette idée-là. Là. Je trouve ça vraiment fascinant que tu me poses toutes ces questions-là, puis que tu embarques dans la réflexion que mon install propose, parce que c'est un peu ce que j'adore faire. En mettant ça là, en le mettant dans un espace avec cette proposition, la vidéo, les éléments dans l'espace, il y a une espèce de salon de tatouage futuriste et qui est lumineux. J'ai envie que les gens parlent de ça, qui réfléchissent à comment ce serait si. T'sais. Après, il y en a qui m'arrivent avec, oui, mais là, toutes les compagnies se mettraient à hacker les données de tout le monde. Ce serait intrusif, ça viendrait dans vos corps. Là, on peut parler de toutes sortes de scénarios. Puis là, ça me fait penser au fait qu'en fait, ouais, la science-fiction, ça s'écrit pas vraiment tout seul. Ça s'écrit en discussion avec les autres. Ça s'écrit en collaboration avec d'autres voix, parce que moi, de ma propre perspective, je ne peux pas tout savoir. Donc, puis comme il n'y a pas de solution universelle, c'est quand même intéressant de jaser avec les autres pour écouter les questionnements qui viennent des autres, puis leur malaise, éventuellement. Parce que l'idée que moi j'ai au départ, elle peut être super naïve, puis elle peut être mauvaise aussi. Je suis humaine. En tout cas, j'espère. Oui. Sinon, mais c'est aussi, je vais revenir avec des questions. Hein, je suis de formation aussi. C'est un réflexe d'une question à l'autre. Mais tantôt, tu as parlé de peur aussi. Puis là, on l'évacue parce que tu vas me dire, oui, mais je suis humaine, j'ai de la peur. Je vais être comme, c'est smart. Mais comment est-ce qu'on gère ça, ou comment est-ce qu'on vit avec cette peur-là, ou comment qu'on peut la transmettre? Parce que j'ai l'impression que là, tu as fait beaucoup rire. Hein, je vous ai entendu rire en masse. Mais tu as parlé de peur tantôt, puis la peur ne semble pas ressortir. Fait qu'est-ce que tu fais pour là, je vais utiliser le bon mot français, la tweaker, la transformer, la transmuter autrement, pour nous rendre ça comme en riant, mais j'ai tout le temps l'impression que tu préfères le chemin inverse, puis nous rendre ça un peu plus épeurant. Donc, tu parles de dystopie, en fait. Pourquoi il n'y a pas plus de dystopie dans ce que je fais, peut-être? Non, parce que tantôt, tu as parlé de peur. Puis je me demande, mais la peur, elle vient de là. C'est ça, de la dystopie, mais tu sais, l'autre voix que tu entends ou que tu peux voir, puis l'autre voix que tu travailles avec la narration que tu nous proposes, pour aller chercher ça. Mais pourquoi choisir de travailler avec certaines émotions plus que certaines autres? Parce que ça reste aussi dans la narration, comment qu'on va l'apporter. Mais j'ai envie qu'on réfléchisse à un demain qui est constructif, plus qui répond à OK. Souvent, la science-fiction va essayer de répondre, je pense, à un présent politique, un présent social, notre situation actuelle, les rapports de force, les relations de pouvoir. La science-fiction va essayer de proposer quelque chose qui nous libère de certaines problématiques. Il y a des problématiques en ce moment. On a des relations de pouvoir très problématiques, les uns les unes avec les autres, puis avec les autres espèces. Donc, de quelle manière est-ce qu'on peut réfléchir à quelque chose de... Moi, je pense, c'est constructif quand on parle de positif, puis on ne se concentre pas trop sur la peur. La peur, elle est normale. Puis la peur, elle fait partie éventuellement de la discussion. Mais je n'ai pas envie, dans mes œuvres, de mettre nécessairement l'accent sur la peur, parce que en quoi est-ce que c'est productif? Pour moi, en tout cas, c'est ma question à moi-même, peut-être, mais en quoi est-ce que c'est productif de se faire peur ensemble? On y a des films de peur pour ça, c'est correct. On peut travailler ces choses-là, les nommer en proposant une alternative constructive, une alternative potentielle, même si elle n'existe pas encore. Juste le fait de la spéculer, de la réfléchir, pour moi, c'est déjà de s'y préparer un brin, puis de peut-être, éventuellement, ça me donne de l'espoir, moi. J'aimerais ça, l'espoir aussi. Je vais prendre la parole. J'ai une question par rapport, parce que tu viens de nommer un mot intéressant, important aussi, qui se reflète intéressamment dans ta pratique, là, le mot domination. Tu sais, tu travailles avec la technologie, puis à la fois, tu y ajoutes la nature énormément, puis tu la questionnes, cette question-là de la domination. J'aimerais savoir comment ça se traduit dans tes choix de matériaux, puis dans tes choix de comment tu racontes, puis la façon que tu mets les choses ensemble. Est-ce que ça fait du sens pour toi? Oui, totalement. Mais je pense que le numérique est quelque chose de magique, d'une certaine manière. On parlait de technologie puis de magie. On peut se relancer là-dessus, définitivement. Il y a quelque chose de magique là-dedans, mais il y a quelque chose de
d'extrêmement incarné dans la matière. Et puis, je pense que moi, personnellement, en tant que personne, j'ai besoin de toucher à la matière, j'ai besoin de produire des choses avec la matière. Donc, je vais travailler, je vais couler des trucs en silicone, je vais faire de la porcelaine, de la céramique. Le crayon d'impression 3D que j'ai, je le fais à la main, mes trucs 3D. Je ne demande pas à la machine nécessairement de travailler avec mes mèches 3D. Je les fais moi-même à ce moment-là pour l'unboxing. Mais voilà, j'aime bien travailler avec mes mains, avec l'imperfection que ça amène aussi, parce que justement, n'étant pas une machine, mes objets ne sont pas parfaits. La matière a aussi des contraintes envers moi. La terre, le climat autour de moi, tout ça. Il y a plein de facteurs que je peux contrôler. Et quand je travaille à l'ordinateur, j'ai beaucoup de choses que je peux contrôler. On dirait que je peux un peu contrôler tout. Même s'il y a des bugs des fois, mais ça m'intéresse aussi. Mais quand je travaille avec la matière, elle me dicte aussi un peu comment elle veut aller, elle, d'une certaine manière. Puis ça, je pense que c'est mon petit côté sculpteur, là, en dedans. Il n'est pas loin. Je regardais la sculptrice en toi, voir si tu étais prête à sauter là-dessus. Mais il y a vraiment le mélange entre l'organique puis le côté lisse, tantôt qu'on parlait aussi, où il y a le manque d'aspérité, puis un côté vraiment plein d'aspérité dans ce que tu présentes, justement pour que ça accroche aussi, mais qu'on le voit. Ce qui est intéressant, parce que tantôt on en parlait, c'est que ce côté-là, plus ça accroche, moins c'est lisse, plus on peut y adhérer. Nous aussi, parce qu'on se retrouve avec nos propres aspérités à nous, nos propres imperfections qui sont là, puis le côté vulnérabilité. Fait que là, est-ce que ça pourrait volontairement jouer dans les deux sens? Well, on parlait du lisse tantôt. Ça m'a fait vraiment penser à des réflexions que j'avais plus tôt avec, justement, l'espèce d'extension que j'ai faite pour le online dating. Là, il y a un anneau pour mettre le doigt, pour tenir le téléphone. Il y a quelque chose qui le tient comme une sacoche. J'adore ça, ces affaires-là. Les téléphones sont lisses. Ils ne sont pas faits pour nos corps. Ils sont faits pour être chic, pour être chers aussi, puis pour être vraiment lisses. Fait qu'étant lisses, ils glissent, ils tombent, on les brise, on en achète un nouveau. C'est sûrement c'est sûrement une stratégie, ça. Mais en tout cas, je trouve ça fascinant. Puis, justement, avoir comme des objets qui sont pas parfaits, qui sont pas trop lisses, qui présentent. Moi, je m'identifie plus à ces objets-là. Je les trouve beaux pour différentes raisons. Puis ça m'accroche plus, moi, personnellement. Donc, j'ai l'impression, peut-être, ça peut être le cas d'autres personnes. Comme tu le dis, on s'accroche plus, peut-être. Je sais pas. Je pense que ça peut créer l'effet d'accrochement, mais aussi, ils ont de l'air plus collants, tes objets. Je m'excuse de le dire. Non, mais l'espèce de plastique, il a de l'air plus collant. Fait que, on le sent que si on a le téléphone, vu que ça ne sera pas juste quelque chose de lisse sur quelque chose de lisse, que ça va nous coller après. Wow. Mais ça, est-ce que c'était... Mais on tombe vers la fusion, là, tranquillement, de la machine avec. Mais de toute façon, on est tellement près de nos machines que je pense pas que l'être humain est pensable aujourd'hui sans ces extensions technologiques. Donc, d'avoir des affaires on a l'impression que ça va se mettre à fusionner. Moi, j'ai pas de problème avec ça parce que j'ai l'impression qu'on est déjà un peu fusionné avec nos choses, là, notre téléphone cellulaire surtout, là, smartphone. Juste à côté de notre table de chevet, première chose qu'on regarde le matin, dernière chose qu'on regarde le soir. Puis, je veux dire, je fais partie de la même gang que vous autres, là. En fait, je sais pas, il y en a peut-être des personnes qui sont très, très, très disciplinées qui n'arrivent à pas le faire, mais c'est pas facile de se détacher de cette extension-là. Moi, j'aime ça. Tout à l'heure, tu as parlé qu'il y avait une conversation entre vous sur la magie puis la technologie. Est-ce qu'on pourrait embarquer dans ce magnifique sujet? Où vous en étiez dans vos conversations préliminaires? Ce serait nouveau, en fait, mais c'est juste que quand elle a réagi, quand j'ai parlé de magie et de technologie, j'ai eu l'impression que c'est des concepts qui la faisaient peut-être, qui triggeraient quelque chose éventuellement. Mais parce que tu es philosophe, c'est peut-être un préjugé, je ne sais pas. Bien, c'est pour ça que je commence avec le paradoxe du menteur, pour vous rappeler mon parti pris pour la rationalité, la logique et où est le bien. Puis c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. C'était pour le mentionner officiellement. Non, je pense qu'hier, à cause qu'on a parlé de technologie, quelque chose, on a dit ça, puis j'ai fait « Oui, c'est magique », puis tu as fait « Si tu vas faire, c'est magique, c'est de la technologie », puis j'étais comme « Non, mais on aime ça, voir qu'il y a comme quelque chose de fantastique ou qui va nous chercher. » Moi, je lis pas de la science-fiction, mais je lis des trucs fantastiques, fait same but different. C'est pas loin. C'est ça. C'est juste que c'est dans d'autres mondes, avec des animaux. Il y a plus d'animaux, je pense. C'est super beau, les animaux.
je ne veux pas rentrer sur les animaux, mais ce côté-là magique, mais aussi parce que je pense que c'est quand on en reparlait, on va aller à ta deuxième vidéo, ça va faire une suite parce que j'aime ça quand les choses se suivent, sur le dating. Parce que j'étais là, oui, mais il y a de quoi de magique quand tu vois l'autre qui transpire ou si la voix change ou des fois, c'est pas du tout magique parce que c'est nous-mêmes puis on est comme, il faudrait que j'arrête d'avoir chaud. Puis là, on prend toutes sortes de positions. Mais que tu aies voulu penser à ça ou quand on parlait aussi de la magie, mais pour retenir, mettons, quand que ton autre système là, qu'on met après soi puis que là, l'ordinateur va plus lentement avec nous. Ah oui, ça, j'en ai pas parlé, mais un des appareils ou des devices, des fictional devices que je proposais dans mes vidéos de unboxing, c'est une espèce de petit parasite que tu peux mettre sur ton ordinateur. Et il y a des antennes. Puis ces antennes, ils vont se connecter à ton rythme biologique en tant qu'être humain. Il va ralentir ta machine pour la rendre aussi lente que toi. C'est super contre-productif, je sais, mais je trouvais ça beau de réfléchir à ça parce que j'ai l'impression que nous autres, les humains, on se fait des belles machines pour optimiser tout, mais on ne prend pas le temps de relaxer. On prend... c'est comme si on prenait modèle sur nos machines puis on essayait d'être aussi efficace qu'elles. Et on se rend compte qu'on a des problèmes de santé mentale qui sortent encore plus. On a des problèmes de santé physique, il y a beaucoup de problèmes. Le corps, le cerveau ne sont pas aussi rapides que nos machines, donc jamais, même si le système veut nous pousser à le faire, parce que dans le capitalisme, il faut faire des profits, puis chaque minute compte. Hein. Donc, mais non, c'est ça, on se rend compte. Moi, j'ai envie qu'on se rappelle un peu toujours qu'on a un corps, et puis que ce corps-là, il a besoin qu'on en prenne soin. C'est un peu tout ce que je veux dire. Ouais. Tout simplement. Donc, je vais revenir avec la magie. Je vois Amélie qui me suis éloignée. Hein? Non, c'est pas grave parce que tu es revenue au corps, mais on pourrait dire que le corps a de quoi de magique, mais je n'irai pas sauter là-dedans avec 2 pieds joints parce que rationnel. Mais sur l'idée de la magie, en fait, je pense à la narration. Puis là, je vais aller pousser mon idée parce que quand tu parles de ça, ces narrations-là ont quelque chose de magique parce que ça vient nous éveiller quelque chose, ça ouvre un espace, mais ce que j'aime, c'est que ça peut prendre le dessus sur d'autres narrations. Quand tu proposes que la machine devienne aussi lente que nous, c'est parce qu'elle va retrouver la même vitesse. Puis là, on ne pourra plus se sauver dans ce monde lisse-là où, vous savez, cette espèce d'espace où on peut scroller pendant des heures. Surtout, plus on est fatigué, plus ça va vite sur l'écran, parce que c'est comme ça vient compenser, où on essaie de trouver quelque chose. Mais cette idée-là aussi, puis je pense à la magie, mais dans le sens que l'effet de la narration a quelque chose de magique, parce que ça nous fait rire, c'est pas là, ça n'existe pas, mais ça marche. Puis ça, c'est quelque chose qui reste particulier de nous entendre rire, parce que logiquement, on n'arrive pas à faire ça, ces mouvements-là. Mais d'aller chercher ça, c'est comme l'espèce de petit brillant. Puis ton monde est science-fiction, mais il y a quelque chose de magique aussi, parce que penser qu'on pourrait être comme des plantes, photosynthèse, c'est aussi aller chercher dans ces idées-là pour pousser la fiction jusqu'à un certain point, pour que ça semble être presque irréel. Puis on pourrait penser à la magique. Et là, je vais revenir à ce que la magie en ce moment, puis là, je vais parler de quand on fait... il y a des gens, là, vous savez, c'est le temps là, de faire des demandes à la Lune ou des choses comme ça. Là, vous allez aimer ça que j'en parle, mais c'est parce que ça va avec la narration, parce qu'on change la narration. Et changer une narration intérieure, puis la psychanalyse marche comme ça aussi, pour prendre un point d'assise. Quand on change une narration intérieure, ça permet de changer les choses autour de soi. Fait que là, je te relance la balle sur comment veux-tu changer la narration, ou la narration intérieure des gens, ou ta narration intérieure par l'art. Bien, un peu parce que je fais, j'ai l'impression, ce que j'aime dans l'idée d'utiliser la science-fiction comme, en fait, de faire de l'art qui est propositionnel, tout simplement. Justement, de mettre une proposition out there, puis qu'on réfléchisse ensemble. Je pense que c'est là qu'on peut commencer à réfléchir une narration différente, ensemble. Parce que c'est ça, encore une fois, je mets l'accent sur le fait que c'est quelque chose qui ne se fait pas tout seul. Puis c'est un peu en contradiction avec l'idée d'une personne artiste toute seule dans son atelier. Et ça, c'est un peu difficile. Surtout pour moi, là, j'ai de la misère souvent à prendre des décisions parce que j'ai besoin d'entrer en conversation avec les autres. Je m'en rends toujours plus compte. À chaque fois que je travaille sur quelque chose de nouveau, c'est une des barrières que j'ai. Et puis, je me rends compte qu'il faut que je jase avec quelqu'un, avec plusieurs personnes, en fait. Il faudrait que je fasse des sondages, mais genre des entrevues, là, pas des sondages. C'est un peu trop impersonnel. Mais juste pour aller chercher, justement, dans la conversation, des aspects que moi, je ne peux pas penser parce qu'ils me seraient pas venus. Je suis limitée quand même. Je suis juste une personne.
Donc, c'est peut-être ça que je dirais. Mais tu parlais du magique tantôt, puis j'aimerais ça juste revenir au fait que la technologie peut être d'une certaine manière un peu magique parce que des fois, on est tellement loin des procédés qu'il y a derrière que ça devient presque magique. Tu sais. Il y a des choses, parce qu'on ne les comprend pas, ça prend un aspect un peu magique. On peut être très impressionné par la technique, par la technologie, par les images qu'on voit, parce que quand on ne sait pas exactement comment c'est fait, il y a quelque chose de mystérieux qui s'ajoute, puis on a plein de rituels avec nos machines aussi. On prend soin de notre appareil quand même, surtout parce qu'il fait un peu partie de nous. Fait on s'assure de fermer toutes les applications pour que la batterie ne soit pas trop rapidement drainée. On va s'assurer aussi d'avoir un power pack dans son sac si la batterie commence à se faire vieille puis qu'il va falloir peut-être le charger avant la fin de la journée. Donc, on a une relation de soins, mais très ritualisée, je trouve, avec nos appareils. Je suis partie du magique puis je suis allée au rituel. Mais c'est ça, fait qu'il y a une belle suite. Il y a une suite. Entre le magique et le rituel. Je pense. Puis là, quand on parle, mais ce que j'aime aussi, c'est la façon dont les objets deviennent une extension de nous. Mais ce nous-là, les rituels pour prendre soin de nous, qui maintenant, comme tu le disais, c'était plus des rituels avec le téléphone au matin, le téléphone au soir, fait qu'on est rendu avec des rituels qui sont moins organiques. En même temps que tu parles de l'importance d'avoir la communauté. Puis là, je dis communauté, mais collectivité, mais c'est parce que ça me fait penser à la présentation juste avant sur l'importance de pouvoir parler devant la communauté. Puis, okay, je ne vais pas aller trop loin, je vais arrêter ici parce que là, sinon, j'allais continuer à débouler sur une autre question. Mais cette idée-là de rituel, parce que comme tu reparles beaucoup du côté organique, comment est-ce que ce rituel-là organique par rapport à nous revient dans tes œuvres? Ou comment tu veux explorer la question ou une proposition? Ou... Je dirais que j'ai tendance à essayer d'observer qu'est-ce qui est un rituel peut-être, ou qu'est-ce que moi je perçois un peu comme un rituel, ou qui peut s'installer un peu comme un rituel dans notre présent. Quand je me suis inspirée, c'est quelque chose qui fait partie beaucoup de mon quotidien, YouTube et puis les tutorials, par exemple. Mais, tu sais, je m'inspire beaucoup de ces esthétiques-là parce que ça fait partie de mon quotidien, mais c'est quelque chose que je fais à tous les jours. Aller voir des vidéos pour apprendre des nouvelles choses. J'adore apprendre des choses. Peut-être pour ça que je ne fais pas une affaire simplement, mais que je saute toujours un peu d'un truc à l'autre. Mais donc, pour moi, c'est un rituel d'aller tous les jours apprendre quelque chose de nouveau à travers certaines voies. Des fois, ça ne m'intéresse pas, je vais cliquer sur le prochain, mais il y a, puis le unboxing, j'ai l'impression que ça peut être vu comme une espèce de rituel. Il y a quelque chose, il y a une histoire qui se raconte, mais il y a un rituel aussi. J'ai l'impression que la tradition orale qu'on avait il y a longtemps, elle est vraiment plus vivante aujourd'hui avec des plateformes comme YouTube et tout, parce qu'il y a beaucoup de gens qui prennent la parole, qui racontent des histoires, qui prennent le temps et puis mettent ça out there. C'est sur les internets, on peut aller le voir, on a accès si on veut. C'est pas tout intéressant ce que les gens disent, c'est pas grave. Mais on peut réveiller un peu ce partage oral-là de savoir, de récits, de connaissances, d'un paquet de choses. Ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'on est, il me semble, là, dans plusieurs lectures que j'ai faites là, dans les 2 dernières années, on est dans un moment où les gens se posent la question de la technologie, de l'ineffable, on va dire du rituel, de l'ancien, du nouveau, on va dire, ou du futur, puis de l'ancien, puis comment reconnecter ces 2 mondes-là, puis est-ce qu'il faut les reconnecter, où on se positionne par rapport à ça, puis dans les lectures que j'ai lues aussi récemment, il y avait cette imposition un peu de se positionner dans un camp ou dans l'autre. Puis ce que je vois dans ta pratique, dans ce que tu nous as montré aujourd'hui, puis ce qui s'en vient aussi, c'est ce désir de rencontre, en fait, entre ces 2 mondes-là qui sont inévitables, parce qu'on est dans un monde hybride de toute façon. Donc, dans ce que je vois dans tes récits, moi, je vois la potentialité positive d'un futur où on peut rassembler à la fois les savoirs, puis à la fois la nature, à la fois soi, à la fois la technologie, à la fois les connaissances, à la fois la technique, le magique. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde qui s'entrelacent, en fait, dans ton travail. Je me demandais, donc, ce serait quoi pour toi le futur potentiel dans ton, on va dire, dans ton idéalisation, ton récit de futur? Qu'est-ce que tu aimerais voir, en fait, pas seulement dans ta pratique, peut-être, de façon idéale, un peu? Mon futur idéal? Ouais. Mon futur idéal,
et ce serait un futur où est-ce que les mutuelles dépendances entre les espèces seraient reconnues, seraient vues. On arrêterait d'être anthropocentrique, on arrêterait de se mettre au-dessus de tout. Ce serait un futur où est-ce que les relations de pouvoir entre les espèces, mais aussi à l'intérieur des espèces, seraient un petit peu plus intéressantes. Là, patriarcat, bye, par exemple. Capitalisme, bye. Peut-être des communautés plus petites, des communautés qui... Là, je parle vraiment at large, là, mais il y a un livre de Marge Piercy qui s'appelle Woman on the Edge of Time, qui m'a... ça a été comme, je pense, le premier livre de science-fiction féministe que j'ai lu, puis ça m'a vraiment accroché. Parce que dans ce livre-là, elle parle d'un futur où, en fait, on ne sait pas trop si c'est un futur à la fin. Ça reste ambigu tout le long, mais peu importe. Il y a du voyage dans le temps. Dans le futur, il y aurait comme une communauté où est-ce que les femmes ont délaissé le seul pouvoir qu'elles avaient au-dessus des hommes, donc le fait de créer des enfants dans leur corps. Donc, les enfants sont faits en laboratoire et sont faits le plus différemment possible. Donc, tous les enfants ont des traits différents, des couleurs de peau différentes. Donc, les communautés ne sont pas ensemble par leur ressemblance physique, mais par leur lien culturel. Et chaque enfant reçoit 3 parents. Donc, bye-bye, la famille nucléaire. Les parents sont des êtres libres. Donc, bonjour le polyamour. Donc, il y a beaucoup de choses qui déconstruisent le normal d'aujourd'hui, qui est là depuis tellement longtemps, hein, l'hétérosexualité, la monogamie, l'espèce de dominance de l'homme blanc par-dessus tout, parce que ça fait des années qu'on le considère comme un humain, mais c'est ça, le modèle de l'être humain. Non, mais je reviens à Rosie Braidotti, une philosophe que j'adore, qui a écrit The Posthuman en 2013, où est-ce qu'elle parle, en fait, justement du posthumanisme comme étant quelque chose de anti-anthropocentrique et anti-humaniste. Mais pas anti-humaniste dans le genre, toutes les belles valeurs, on les laisse tomber, mais plutôt anti le modèle de l'homme comme étant justement cet homme blanc-là, tu sais, dans la pensée académique depuis 600 ans ou plus, tu sais. Donc, puis depuis quand est-ce que les femmes sont admises dans les universités? Hein? Donc, elle, Rosie, elle est lesbienne, elle est femme, elle est féministe, elle est une philosophe nouveau matérialisme, post-humanisme, tout ça. Elle dit, moi, si c'est ça l'être humain, j'ai jamais été humaine. Hein? Fait que ça pose problème quand on considère qu'il y a juste une certaine partie de l'humanité qui est humain, puis le reste, c'est quoi? C'est des sous-humains, Donc, je pense que dans un monde idéal, on serait beaucoup plus sur un mode horizontal, moins vertical. Les différences seraient célébrées et non hiérarchisées, comme moi, je suis mieux que parce que toi, tu n'es pas pareil. Non, c'est beau que tu ne sois pas pareil, puis c'est enrichissant, puis on peut apprendre les uns des autres. C'est bien calinours, là, mon affaire, mais il faut rêver. Est-ce que tu as l'impression que tu transmets cette réflexion-là puis ce désir-là dans ton travail? Peut-être pas autant qu'Alinours, mais je l'espère un peu. Ouais. J'aime ça, travailler avec un peu d'humour, un peu de poésie, pour aller piquer les réflexions un peu. Genre, semer des graines d'espoir, de potentiel. Réfléchissons ensemble, tu sais. Puis peut-être que ça peut faire un peu son chemin, mais peut-être pas aussi, puis c'est correct. Je fais ce que je fais parce que j'aime ça aussi. On aurait quelques temps pour des questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? C'est un peu loin de ce que vous étiez en train de dire, mais tout à l'heure, tu parlais d'une chose qui me trotte dans la tête. Quand tu parlais du fait qu'on pourrait inclure nos données en parlant des mémoires. Et il y a un certain philosophe, Henri Bergson, qui parlait du fait que la mémoire, on les a toutes en nous. Puis c'est des choses dont on peut se rendre compte quand on va chez le psy, et puis un truc qu'on avait oublié nous saute à la gueule, par exemple. Puis il dit aussi, tu me corriges si je me trompe, hein. mais mes études de philo sont loin derrière moi. Et puis qu'on a aussi peut-être la mémoire d'autres personnes, des communautés, d'une partie de l'humanité. Et ce que moi j'ai l'impression, quand tu parles de données, du coup, la question des mémoires et des données, est-ce que c'est la même chose? Pour moi, les données, c'est plaquer un modèle qui est un modèle informatique, c'est-à-dire que on n'a pas de moteur de recherche de nos mémoires, c'est parce que les moteurs de recherche, c'est basé sur des symboles et qu'on n'est pas forcément bon à ça et que la façon d'activer nos mémoires, souvent, c'est par des sensations. Tac, une odeur qui m'a rappelé tel truc,
une image qui me revient, qui me rappelle une situation, qui me rappelle un truc. C'est aussi une façon de retrouver pour certaines personnes, enfin moi en tout cas beaucoup. Et voilà, et je trouve que du coup dans ton travail, justement le fait que tu travailles avec l'intersensorialité, j'aurais envie d'appeler ça, c'est une façon d'activer des mémoires justement d'une autre manière que cette manière symbolique, qui est aussi une façon de... un mode de contrôle en fait, voilà. Donc c'est pas vraiment une question, c'est plutôt... Mais non, mais c'est plutôt bien comme nommé. une façon de rebondir à ce que tu disais. Et puis, C'est puis super voilà. bien nommé le fait que les données, justement, puis c'est peut-être pas le bon mot, la mémoire serait quelque chose de plus accurate, exact. Les données, elles n'ont pas besoin d'un corps pour exister. Mais nous, notre mémoire, elle a besoin de notre corps, effectivement. Tu as tout à fait raison. Puis on l'a décrit sur nous aussi, les cicatrices qu'on porte. Tu sais, le corps parle aussi pour nous d'une certaine manière. On se parle souvent de les nouvelles voies de l'imaginaire, comment justement décloître l'imaginaire, tu sais. Puis tu as dit quelque chose tantôt. Alors, j'essaie de revenir sur vos deux concepts, là, c'est-à-dire le storytelling, la narration, le mensonge et l'hybridation des corps et le corps comme un objet qui parle. Puis je reprends ton idée que je trouve géniale de genre si on joue au jeu du futur. Mettons qu'on est rendu des êtres hybrides, que nos peaux sont comme la peau des pieuvres, puis qu'on peut jouer, tu sais, comme, c'est-à-dire qu'elles représentent nos émotions. C'est-à-dire que peut-être qu'on n'aurait plus besoin de narration à ce moment-là. On serait juste des êtres complètement, en fait, sans langage, juste des êtres d'émotions, des blobs qui se parlent. Donc, on serait peut-être plus dans le mensonge. On serait plus dans le storytelling, en fait. On serait plus dans la narration. On serait juste, en fait. Okay. Je sais pas si ça m'a fait... Wow! C'est intéressant parce que dans la vidéo, là, il n'y avait pas cet extrait-là. Évidemment, on ne pouvait pas passer à travers toutes les vidéos complètes, mais il y a une voix un peu dystopique dans cette vidéo-là qui dit la semaine dernière, il y a le premier bébé qui est né avec la peau déjà bioluminescente. Donc, tu sais, c'était plus une idée de tatouer des nanoparticules luminescentes, mais plutôt le bébé a été comme génétiquement, il a évolué, l'être humain évolue. Et donc, là, il devient ça. Et le premier bébé est né comme ça. Puis là, la question que la voix pose, c'est, je me demande si sa mère lui chante encore des berceuses le soir. Donc, pour juste toucher un peu ça, justement, tu sais, est-ce qu'on va encore avoir besoin du langage? Est-ce qu'on va encore avoir besoin de parler si on a une peau qui peut parler aussi de cette manière, de manière chromatique? De quelle manière est-ce qu'on va pouvoir communiquer? Ou est-ce que ça va juste être un beau add-on, finalement, à nos conversations avec le langage qui vont pouvoir, justement, peut-être être plus transparents d'une certaine manière? Mais ça peut se hacker, tout ça, tout le temps. D'habitude, il y a toujours moyen de trouver une faille. Je laisserai le mot de la fin à Valérie. Tu me laisses le mot de la fin sur cette... Okay, tu peux répondre. Oui, c'est ça. J'allais continuer sur cette idée-là, mais j'aime vraiment ça. Mais cette idée qu'on n'ait que des émotions qui puissent sortir un peu comme une pieuvre. Puis là, on fasse, hey, on n'aura plus de langage, mais comme en même temps, on n'aura plus de mémoire. Parce que si on est constamment toujours dans le présent, on est juste d'un instant à l'autre, d'une émotion à l'autre, fait qu'on n'a plus d'histoire qu'on se raconte. De la même façon que notre mémoire peut rester pareille, mais on va toujours la changer. Comment vous racontiez votre vie maintenant, puis il y a 10 ans, ou d'autres temps, ou quand on va se regarder dans 5 ans, parce que si on ajoute des connaissances, on ajoute d'autres choses, dès que tu t'es mis à lire de la science-fiction féministe, je suis sûre que ton histoire s'est comptée différemment par après, parce que tu pouvais voir d'autres choses, rajouter d'autres mots. Ça modifie toujours notre mémoire. Si on n'est que dans des émotions, on n'aura plus cette évolution-là de changer de narration. Puis c'est pour ça que les narrations peuvent lutter contre d'autres narrations, parce qu'ils se modifient. Mais on ne peut pas le faire si c'est simplement émotion sur émotion, parce que c'est comme une émotion qui va juste en remplacer une autre, qui va en remplacer une autre. Puis là, on retombe dans l'idée d'instant, donc de constamment présent, mais donc à ce moment-là, on ne pense plus ni au futur, ni au présent, ni au passé. Ben, oui, pour le l'idée, puis tu sais, dans le sens que je veux pas qu'on soit des blobs d'émotions, c'est juste qu'on joue au jeu du futur. Oui, mais la question de la narration puis de la mémoire est intéressante parce que justement, on est de plus en plus justement dans l'époque de l'intelligence artificielle sur la question de, je reviens. Nancy Houston disait qu'on est une espèce fabulatrice, c'est-à-dire qu'on est issu que de fiction et de mensonges par rapport à nos souvenirs, c'est-à-dire qu'on peut à tout moment avoir un souvenir qui n'est pas le nôtre, mais qui a été lu à un certain moment dans notre vie, puis qu'on intègre dans notre système, puis qu'on intègre l'émotion de cette lecture-là, puis qui nous construit comme une fiction. En fait. Puis là, il y a la question de genre, est-ce qu'on est constamment, en fait, comme société ou comme individu, construit par des narrations préfabriquées par des systèmes de pouvoir?
Puis là, la question de se poser aussi, c'est quoi qui raconte l'histoire? Quelles histoires qu'on se raconte entre nous? Et là, c'est l'idée des nouvelles narrations qui arrivent. C'est-à-dire, on veut qu'il y ait de plus en plus de femmes, de plus en plus de minorités qui racontent leurs histoires. Mais aussi, peut-être que l'idée, en fait, tu sais, puis là, parce que vous me raisonnez tellement plein de choses dans vos affaires. Là. La question aussi de faire des narrations en dehors de des conflits, c'est-à-dire de comment pouvoir raconter des histoires en dehors de des conflits dramatiques. Ça aussi, c'est des nouvelles façons de raconter. Puis c'est pour ça que le travail de Marie-Ève est pour moi très révolutionnaire dans une certaine et très politique de façon implicite. C'est-à-dire que aujourd'hui, je crois que le geste révolutionnaire, c'est de réfléchir le futur dans une perspective heureuse ou de proposer des alternatives à la vie. Parce que la dystopie, je pense, ça fait genre, je sais pas, 50 ans qu'on se raconte des histoires de dystopie, puis visiblement, on n'écoute pas les dystopies. On est encore constamment dans la dystopie. Fait que la stratégie de nous faire peur par des histoires de peur ne fonctionne pas. T'sais. Puis peut-être que la contamination, c'est genre de se raconter des belles histoires. En tout cas, voilà. Mais Amélie, je peux-tu juste sauter rapidement, puis il faut vraiment super rapidement, parce que comme on parlait de se raconter tout le temps d'histoires, comment ces histoires-là viennent, d'où ça vient, je vais refinir parce que j'ai commencé avec le paradoxe du menteur, mais je vais recommencer avec ce qu'un de mes profs m'a déjà appris, c'est qu'au début, le mot qu'on utilisait pour dire logos, qui est devenu le langage, avant qu'on utilise celui-là, puis on voit logos, langage, logique, vrai, vérité, blablabla, c'était fabula. Fait qu'on était toujours en train de fabuler pour se raconter le monde. Fait que des fois, c'est juste d'en prendre conscience, parce que quand on pense qu'on est dans la vérité, on est en train déjà de se fourvoyer soi-même. Mais de se rappeler cet effet-là, se rappeler qu'on est toujours en train de fabuler puis de se raconter des histoires. Je dois absolument terminer parce que la prochaine est dans 5 minutes. C'est vraiment très inspirant tout ça. J'espère en 5 minutes que vous allez réussir à continuer ces conversations. On va revenir avec la présentation de Cameron Scott qui va nous présenter le festival Send and Receive à Winnipeg tout de suite après la pause. De retour à Écart.